Samedi 14 juin 2014, cette semaine dans le grand show de l'info, faut-il réformer le permis de conduire? Le ministre de l'Intérieur veut simplifier la procédure d'obtention du permis, il veut également simplifier les procédures d'inscription. Un an après les inondations, les sanctuaires de Lourdes ont été réhabilités. Les professionnels du tourisme espèrent voir affluer de nombreux pèlerins cet été. Reportage dans quelques minutes. Une nuit avec la patrouille d'autodéfense à Donetsk. Depuis le début de la crise dans l'est de l'Ukraine, des dizaines de miliciens d'autodéfense patrouillent la nuit à bord de leurs véhicules dans les rues de Donetsk. Enfin, comme chaque semaine, ce sera le récap. Bonjour à tous et bienvenue dans le grand show de l'info. Le ministre de l'Intérieur veut simplifier la procédure d'obtention du permis de conduire. Bernard Cazeneuve veut donc simplifier les procédures d'inscription et faciliter les passages dans un délai raisonnable après un échec. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 40% des personnes échouent lors d'un premier examen et il faut compter entre 3 et 6 mois pour pouvoir retenter sa chance. Obtenir son permis de conduire, une vraie galère. 40% des candidats échouent lors du premier examen. Il leur faut alors attendre entre 3 et 5 ans pour le repasser. Depuis 5 ans, la situation s'est fortement détériorée. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de retard et les places sont limitées. C'est vrai que donc il faut attendre parfois longtemps pour l'avoir. Entre le temps où j'ai passé mon premier examen de conduite et le temps où je l'ai réussi, j'ai dû attendre quelques mois. Les écoles de conduite ont des solutions. Par exemple, ils estiment que diminuer la durée de l'examen de 3 minutes permettrait à 150 000 candidats supplémentaires de passer leur permis. Cela éviterait aussi à certains élèves de reprendre des leçons de conduite et donc de payer 300 ou 500 € de plus. Aujourd'hui, le montant d'un permis après un échec varie entre 2 000 et 3 000 €. Un jeune qui va passer son examen du permis de conduire, qui va le louper, il va être dans l'obligation pour maintenir son niveau de prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures par semaine et ce jusqu'à ce qu'il soit représenté. Sur 5 mois, il est bien évident que reprendre des heures de conduite coûte cher. En 2014, le permis de conduire est devenu un facteur d'accroissement des inégalités sociales. Une réforme s'impose, difficile de rester sur des schémas vieux de plus de 30 ans. Lourdes a presque effacé les inondations de 2013. Un an après ces inondations, les sanctuaires de Lourdes ont donc été réhabilités et les professionnels du tourisme espèrent pouvoir voir affluer de nombreux pèlerins cet été. À l'entrée des sanctuaires de Lourdes, une exposition de photos interpelle les pèlerins. Les inondations de juin 2013 qui avaient ravagé le site ne sont plus qu'un souvenir. La plupart des travaux de réhabilitation ont été réalisés. Très rapidement, on avait rouvert le sanctuaire, nettoyé, réparé la voirie qui a été très fortement endommagée, réparé des berges qui s'étaient effondrées, et puis des aménagements liturgiques de lieux de culte tels que la basilique souterraine, l'église Sainte-Bernadette, ont été refaits pour pouvoir fonctionner cette saison. Le pont, dont une partie s'était écroulée, a été partiellement remis en état en attendant une nouvelle reconstruction. Ces débats ont coûté 10 millions €, mais les responsables des sanctuaires comptent investir 5 millions supplémentaires. Grâce à l'indemnisation des assurances et à l'envoi massif de dons de plus de 9 millions €. Aux abords de la rivière, la plupart des hôtels ont eux aussi été remis à neuf. Au Bon Pasteur, Benoît Castero est encore dans les travaux. L'eau est arrivée à ce niveau, voilà, par ici, au niveau de ce qui reste encore comme morceau de réception. Donc voilà, vous avez déjà une petite idée de l'ampleur des dégâts. La remise en état n'a pas encore commencé car Benoît a choisi son hôtel vers du haut de gamme. La zone a été classée en catastrophe naturelle, tout comme les 17 établissements endommagés. Face au Pasteur, cet hôtel flambant neuf s'est même doté d'un mur de protection équipé de verres indestructibles pour être plus prévoyant. Aujourd'hui, professionnels du tourisme et acteurs publics se concertent pour proposer des solutions.
personne ne veut revivre un tel épisode. On a tiré le leçon de l'expérience puisqu'on s'est aperçu qu'on avait des endroits qui étaient assez exposés au risque d'inondation, notamment des locaux techniques ou parfois des équipements. Donc lorsqu'on a reconstruit, on n'a pas reconstruit ou on n'a pas réparé à l'identique, mais on a soit, quand c'était possible, déplacer ces lieux plus sensibles, plus exposés au risque pour les protéger davantage, soit on les a confinés dans des locaux parfaitement étanches de manière à ce qu'ils ne subissent pas une nouvelle fois l'envahissement par l'eau en cas d'une nouvelle crue. Tous souhaitent que le gave de Pau soit mieux maîtrisé en amont, notamment par le nettoyage de son lit qui permettrait d'éviter l'accumulation des embâcles à l'origine de gros dégâts. L'année dernière, selon l'INSEE, le tourisme a chuté de 11% à Lourdes. Aux inondations s'ajoute le climat économique morose qui peine sur toute l'Europe. La clientèle italienne, par exemple, se fait de plus en plus rare. Depuis le début de la crise dans l'est de l'Ukraine, des dizaines de milliers de miliciens d'autodéfense patrouillent la nuit à bord de leurs voitures dans les rues de Donetsk. Leur mission, faire régner l'ordre et garantir la sécurité des habitants, selon eux. Un groupe non officiel aux méthodes musclées qui travaille main dans la main avec la police. Reportage. 21h sur le parking d'un supermarché de Donetsk. Une vingtaine d'hommes et de femmes de tous âges arrivent en voiture, les uns après les autres, et se retrouvent autour de Sergueï, le chef du groupe. Notre but n'est pas d'être en première ligne. On ne va pas se battre contre des tanks avec des ouvre-boîtes. On y va tranquillement pour voir ce qui se passe. Les filles qui patrouillent avec nous, on a beaucoup de respect pour vous. On n'est pas là pour aller au conflit, pour tirer sur qui que ce soit. On est juste là pour donner des infos rapidement et pour les vérifier. Ces habitants de Donetsk sont tous pro-russes et soutiennent le gouvernement autoproclamé de la République populaire instauré dans la région. Leur mission, garantir la sécurité et la tranquillité en ville à la recherche de malfrats ou tout simplement de gens ivres. Ils communiquent en temps réel grâce à une application qui transforme leur téléphone en talkie-walkie. Voilà, il suffit d'appuyer ici. Les amis, ici Samuel, on fait un point. Qui est dans quel quartier à Donetsk? Samuel est dans le centre, tout est calme ici. Ce soir, nous ne pourrons pas suivre la patrouille des miliciens. Ils nous expliquent que cette nuit, leur mission est confidentielle. Nous les retrouvons quelques jours plus tard. Et ce soir, comme presque tous les soirs depuis début avril, Ivan patrouille à bord de sa voiture. Les gens qui sont en ligne, qui est aux fenêtres, qui est au balcon, qui entend quelque chose dans la ville, à vous. Ivan affirme dormir 20 heures par semaine, car dans la journée, il travaille et souhaite donc rester anonyme. Pour un soir de week-end, les rues sont désertes. Depuis le début de la crise, les habitants sortent peu la nuit, car un couvre-feu officieux a été instauré. Toutes les personnes qui respectent l'ordre respectent le couvre-feu. Et dans les rues ne sortent que ceux qui veulent enfreindre les lois. Il faut s'occuper de ce genre de personnes. Dans une rue, nous rencontrons tout à coup un petit groupe agité qui affirme avoir été rudoyé par un homme. À une cinquantaine de mètres, le suspect est brusquement appréhendé par les miliciens. Contre le mur, contre le mur. On t'a dit la tête contre le mur. Mais j'ai juste demandé une cigarette. Retourne-toi, mets-toi contre le mur. Après vérification, il ne s'agit que d'un passant, ivre et inoffensif. L'homme repart, mais la scène témoigne du climat électrique qui règne dans la ville. Ces miliciens travaillent main dans la main avec les forces de l'ordre. Les policiers que nous croisons refusent systématiquement d'être filmés. Et pour cause, ils ont prêté allégeance aux autorités séparatistes, mais sont toujours payés par le gouvernement de Kiev. Ils sont tous passés du côté de la République populaire de Donetsk, mais sur le papier, au niveau juridique, ils n'en font pas encore partie. Ils ne sont pas encore passés officiellement du côté de la République populaire. La suite de la patrouille sera tranquille, mais la nuit n'est pas terminée. Sur la place Lénine, dans le centre de Donetsk, d'autres miliciens armés font aussi des rondes à la recherche de tout élément perturbateur. Tout de suite, c'est le récap, le résumé de l'actualité de la semaine. Une actualité marquée par la grève à la SNCF. Vous allez en savoir plus maintenant.
Le Front National secoué par une querelle familiale inédite, Marine Le Pen a pris publiquement ses distances avec son père, qui avait évoqué une fournée à propos du chanteur juif Patrick Bruel. Ces propos constituent une faute politique, a regretté la présidente du Front National. Réplique de Jean-Marie Le Pen, la faute politique, dit-il, c'est de s'aligner sur la pensée unique. Cette fracture illustre le débat sur la ligne que doit choisir le parti, grand vainqueur des élections européennes. Un Transilien et un TER sur 3 et un TGV sur 2 seulement sur certains axes. La grève à la SNCF commence dès 19h ce soir. Près de la moitié des cheminots suivent le mouvement à l'appel de la CGT et de Sudrail qui contestent le projet de regroupement de la SNCF et de Réseau ferré de France qui ne va pas assez loin selon eux. Une page se tourne en Israël où le président Shimon Peres cède sa place. Le prix Nobel de la paix sera remplacé par un faucon de la droite israélienne, Reuven Rivlin, soutenu par Benjamin Netanyahou. Rivlin n'a jamais caché son hostilité à la création d'un État palestinien. La grève à la SNCF reconduite jeudi. Les cheminots ont voté la poursuite du mouvement de protestation contre la réforme du rail pour une deuxième journée, alors que le trafic est perturbé depuis mardi soir. Mercredi matin, la direction de la SNCF recensait environ un quart de grévistes, à quoi s'ajoutait un mouvement européen des taxis contre la concurrence des voitures avec chauffeur VTC. Plusieurs centaines de taxis ont notamment bloqué dans la matinée les aéroports d'Orly et de Roissy. Un plan de réduction drastique. Bouygues Telecom va supprimer 1516 postes sur 9000, notamment pour rester autonome. Son PDG a indiqué que des discussions pour son rachat par Free ou Orange n'ont pas abouti, ce qui a fait fortement chuter l'action à la Bourse de Paris. Les rebelles djihadistes avancent vers Bagdad. Après s'être emparés de larges territoires dans le nord irakien, ils se trouvent à moins de 100 km de la capitale. Face à cette offensive extrémiste fulgurante, les États-Unis n'excluent pas des frappes aériennes. Première visite en Corse pour Bernard Cazeneuve. Quelques heures avant la visite du ministre de l'Intérieur, la gendarmerie de Bastia a été mitraillée à l'arme automatique, sans faire de victimes. Cet acte mérite la réaction la plus ferme, a réagi le ministre. Les grévistes ignorent l'appel de Hollande. Les cheminots ont reconduit vendredi leur mouvement contre la réforme ferroviaire 24 heures de plus, malgré la demande du président d'arrêter le conflit. Si les difficultés de transport continuent jusque lundi, le ministre de l'Éducation nationale, Benoît Hamon, a annoncé que les candidats au bac, qui seraient en retard d'1 heure, pourraient composer 1 heure de plus. Les chiites appellent à combattre les djihadistes sunnites. L'ayatollah al-Sistani, plus haute autorité du chiisme en Irak, a lancé un appel à prendre les armes pour défendre le pays face aux insurgés qui sont à moins de 100 km de Bagdad. Le gouvernement a lui annoncé un plan de sécurité pour défendre la capitale. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Et quant à nous, on se retrouve bien évidemment samedi prochain. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine et de très bons matchs de foot pour ceux qui sont fans de football. Vous reconnaîtrez. Bonne semaine et à samedi prochain.